Donc, on va comprendre maintenant comment fonctionne Redux. On va l'appliquer sur un exemple académique qui est l'exemple de compteur. Pour cela, vous allez cloner ce projet qui existe sur mon compte GitHub. Donc, vous allez le cloner en utilisant git clone et le nom du projet. Est-ce que si quelqu'un parmi vous ne connaît pas comment télécharger, comment cloner un projet, je vais vous montrer comment faire. Donc, on va prendre cette adresse-là. On va, oui, on va aller sur cette URL. Et puis, vous allez vous positionner à ce niveau-là. Vous allez copier ce lien. Et après, vous allez ouvrir votre invite de commande. Vous positionnez au niveau, euh, au niveau du répertoire dans lequel vous voulez créer votre projet. Vous tapez git clone et vous faites un CTRL V pour copier le lien. Et suite à ça, il va vous copier tout le projet. Une fois que vous avez fait ça, il a créé pour vous un répertoire qui s'appelle Hooks Counter. Donc vous allez faire un CD Hooks Counter et puis vous allez lancer le npm install pour installer tous les packages. Donc là, je vais arrêter parce que j'ai pas besoin de faire ça parce que ce projet, j'ai déjà ce projet-là sur ma machine. Donc on va l'ouvrir ensemble. Donc voici l'interface de ce projet-là. Donc ce projet va contenir trois boutons et une valeur de compteur. Le but du bouton écrit, c'est d'incrémenter la valeur du compteur. Le but du bouton écrit, c'est d'incrémenter la valeur du compteur. Et le but du bouton reset, c'est de remettre à zéro le compteur. Cette application est faite avec sans Redux. Et le but, c'est de la transformer pour mettre en place Redux. Bien sûr, soyez sûr que le Redux ne se prête pas à ce genre de projet. Parce qu'on a dit que Redux, il est utile et extrêmement utile lorsque le projet devient de taille moyenne à grande. Et lorsque on ne sait plus où se situent les données, on a du mal à trouver l'information dont on a besoin vu que le nombre de composants augmente. Là, on a deux petits composants que je vais vous montrer à l'instant, mais cet exemple est un exemple académique très utilisé pour montrer justement, parce qu'il est facile à utiliser, facile à comprendre, on peut facilement comprendre la notion de Redux à travers cet exemple-là. Donc, on va ouvrir le code. Donc, voici le code de ce composant, plutôt de ce projet-là. Donc, on va commencer par app. App, donc on va appeler un composant qui s'appelle counter. Donc, dans counter, on a un appel, on a appel à deux composants. Le premier représente cette valeur-là et le deuxième représente toute la partie bouton. D'accord? Donc, on va aller vers counter nav et là, on va trouver les trois boutons qui vont manipuler la valeur du compteur avec la fonction qui permet de le faire manipuler, qui c'est set count. Donc, à chaque fois, donc decrease il va décrémenter la valeur du compteur. Reset, il va le remettre à zéro et increase, il va augmenter la valeur du count plus 1. D'où viennent count et set count? Donc, il faudra revenir à counter pour savoir ça. Donc count et set count. Donc count c'est une valeur d'état et donc count elle est envoyée à counterval pour affichage et set count et count ils sont envoyés à counterval pour pouvoir la manipuler et là on va faire du uplifting, c'est-à-dire une communication entre enfants et parents. C'est-à-dire quand on va lui envoyer une fonction qui permet de modifier une valeur qui est dans le composant par. Ça, c'est la version classique de Counter. Donc là, on va faire introduire Redux. Pour cela, dans le projet que je vous ai donné, j'ai déjà mis donc, dans le package.json les packages dont on aura besoin. Donc, on aura besoin de Redux et on aura besoin de React Redux. Donc, lorsque vous avez fait un npm install, ils sont déjà installés. Vous allez déjà les installer, donc on va pouvoir les utiliser. Donc, première étape, et pour avoir
une plus ou moins une bonne architecture de notre projet parce que en fait dans React, pour ceux qui ont travaillé avec React, savent que l'architecture d'un projet React change d'un développeur à un autre. Donc c'est ça la richesse en fait entre autres de React, c'est que elle laisse le développeur euh, libre de ses choix. Donc là, je vais choisir de créer un répertoire sous SRC qui s'appelle Redux. Et pour faciliter les choses, je vais tout mettre pour l'instant dans un seul fichier qui s'appelle index.js pour pouvoir facilement suivre sans pour autant apporter des choses d'un répertoire à une autre. Une fois qu'on a compris le principe de Redux, on va après architecturer notre répertoire Redux des sous-dossiers pour les actions, pour les reduce, pour les stores, etc. Donc, si on revient au cours là, et aux étapes qu'on a mises tout à l'heure. Donc, les étapes, première étape, c'est de créer des types. Là, c'est une étape, disons, optionnelle, mais elle permet en fait de faciliter, de réduire le risque d'erreur qu'on risque d'avoir tout à l'heure. Donc, je vais vous expliquer le principe. Donc, on va commencer par créer les types. On va créer un objet qui va contenir les différents types, les différents, en fait, si vous voulez, les constants qui représentent le type d'action qu'on va exécuter dans notre vue. Donc, les types d'actions qu'on va exécuter, c'est un increase, donc il va avoir la valeur de increase, decrease, il va avoir la valeur de decrease, et de reset, il va avoir la valeur de reset. Vous allez me dire à quoi ça va servir. En fait, ça va juste servir à minimiser le risque d'erreur au lieu après d'écrire à chaque fois la chaîne increase et si on se trompe en enlevant le A, Redux, donc tout le fonctionnement va tomber à l'eau. On va utiliser à la place des constantes et là, on minimise beaucoup le risque d'erreur. Là, on va s'attaquer à la deuxième étape qui est la création d'actions. Qu'est-ce qu'on a dit à propos des actions? Donc, si on revient un peu en arrière, une action, c'est un objet qui contient un champ type et plusieurs autres champs. Pour l'instant, on va s'intéresser à cette première partie qui est type. Donc, on a besoin d'une action. Donc, l'action, elle va avoir ce format-là. Et le type, c'est le type d'action qu'on va exécuter. Par exemple, ça va être increase. Ça, c'est une action. Ça, ceci est une action. On aurait pu mettre const increase comme première action et la faire comme ça. Mais parfois, on a besoin de créer une action avec différents champs et ces champs-là vont venir de la partie vue. Donc, au lieu de créer des objets de ce type-là, on va créer ce qu'on appelle des créateurs d'actions, des fonctions créateurs d'actions, qu'on va l'appeler increase, qui va être une fonction qui peut accepter des paramètres, on va le voir tout à l'heure. Et cette fonction va retourner justement un objet qui représente notre action. Donc, return. Donc, pardon, j'ai oublié quelque chose ici, c'est types.create. Voilà, types. Donc, vous voyez ici, il y a pas de risque d'erreur parce que c'est le système qui me permet de choisir une des trois valeurs de types. Donc, ça me permet de diminuer le risque d'erreur. Ça, cette fonction, elle est appelée créateur d'action. C'est pas l'action elle-même. L'action, c'est en fait cet objet-là. L'action, c'est un objet. D'accord? Donc, on va faire la même chose pour, donc, je vais juste noter que ça, c'est l'action. Action égale objet avec champ type. Au moins. Donc, on va faire la même chose pour decrease.
Donc, const decrease. N'accepte pas de paramètres non plus. Donc, elle va retourner quoi? Donc, bien sûr, elle va retourner un objet dont le type c'est types.decrease. On peut agrandir. Une troisième créatrice d'action, une troisième fonction qui est responsable de la création des actions, pardon. Donc, bien, on a une petite erreur dans ces fonctions-là. Bien sûr, il faudra, c'est pas une erreur, mais il faudra les exporter pour pouvoir les utiliser après. Donc, on va créer notre troisième fonction, qui est la fonction reset. Est-ce que vous êtes familier avec cette écriture de fonction sous forme de arrow function? Est-ce que si vous êtes... D'accord. Donc, si vous n'êtes pas familier, bien sûr, ceci est l'équivalent. Donc, je vais écrire cette fonction avec l'écriture classique des fonctions. Donc, function, reset, et j'ouvre les accolades. Donc, c'est la même chose. D'accord. Donc, personnellement, j'aime bien les arrow functions parce que ça permet d'écrire moins de code. Et c'est plus clair. Donc là, ça permet de retourner un objet comme d'habitude. Au lieu de degree, ça va être reset. Donc, ce que je fais là, c'est Alt Shift F. C'est pour appliquer le formatage par défaut de mon éditeur de code qui est Prettier. Vous pouvez l'installer comme extension à partir du menu à gauche. Donc, vous pouvez installer Prettier pour pouvoir formater votre code JS. On revient encore une fois pour pouvoir suivre les étapes. Troisième étape, c'est la création des reducers. Donc, une fois, on a créé les types, on a créé les actions, on a créé les reducers. Donc, je reviens à la partie d'avant. C'est quoi les reducers? C'est une fonction pure qui a cette écriture-là, qui a cette signature-là. Donc, on va commencer. Donc, on va créer notre reducer. On va appeler counter. Donc, sa signature, c'est state et action. Et donc, le state, c'est la valeur actuelle de notre store, de notre rayon counter. Et ce qu'on va mettre ici, c'est ce que va faire notre reducer lorsqu'il va recevoir une action. Donc, ce state-là, selon notre application, par défaut, au début, notre application va contenir une valeur par défaut qui est 0. Donc, autant créer donc un objet qui représente notre initial state en initial state ou init state, c'est comme vous voulez. Par convention, c'est pas une obligation, mais il vaut mieux que ce soit le initial state soit un objet, c'est plus facile à manipuler et à faire évoluer. Donc on va lui ajouter un champ avec la valeur, un champ qui s'appelle count avec la valeur 0. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec ce count? Qu'est-ce qu'on va lui dire? Par exemple, if action point. N'oubliez pas que les actions représentent ces trois objets. Donc, on va lui dire que si action.type égale types.increase, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez me dire que on va modifier le state.count égale à plus 1, et donc selon le cours, il nous demande de retourner le state, le nouveau state, return state.
cette écriture dans une fonction qui n'est pas pure ou dans une fonction qui n'a pas certaines restrictions peut être juste. On a modifié le state, on a modifié la valeur du count plutôt, et on a retourné la nouvelle valeur. Sauf que, souvenez-vous qu'on a une petite remarque là au niveau de reducer. Le reducer ne doit pas changer le paramètre state, il doit retourner une nouvelle valeur de state. Comme vous le savez, là, on n'a pas changé le state. Le state, c'est un objet. On n'a pas changé l'adresse de cet objet dans la mémoire, on a plutôt changé la valeur qui contient le champ de la valeur, le champ de cet objet-là. Donc, là, state n'a pas changé. Et ça, c'est en fait, si on ne change pas le state, on n'aura aucune valeur ajoutée de Redux. Donc, au lieu de faire ça, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que quelqu'un a une solution? Je vous laisse une minute pour réfléchir à comment créer un nouvel objet qui va contenir la bonne valeur, la nouvelle valeur du state, c'est-à-dire avec le count qui est incrémenté. Donc, je vais vous donner une première solution. On va aller petit à petit. Parmi les solutions qu'on peut mettre en place, c'est qu'on va se dire, on va créer une nouvelle variable qui s'appelle newState. Ça va être un objet vide. On va faire newState.count égale à state.count plus 1. Et puis, on va retourner le nouvel objet. Et comme ça, on respecte le fait que counter est pur. Et on a modifié le state avec la nouvelle valeur de count. Et on a retourné une nouvelle valeur du state. Là, à ce niveau, dans cet exemple, ce code fonctionne. Mais si je vous dis, par exemple, que initial state va contenir name et age, par exemple, est-ce que cet exemple fonctionne? Ben, il fonctionne pas parce que justement, le new state, là, il va contenir juste count. Et il va plus contenir name et age. C'est pour ça que je ne recommande pas cette façon de faire. Donc, deuxième solution. Là, on va utiliser un des principes de ES6 et le destructuring. Donc, on va copier l'ancienne valeur de l'objet state en créant un nouvel objet à partir de state. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le destructuring, on peut utiliser object.assign pour pouvoir copier un objet dans un autre en créant un nouvel objet à partir d'un autre. Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il va, comme s'il va prendre ces champs-là, il va les mettre à la place du state, et comme si on a un nouvel objet. On a un nouvel objet, c'est pas comme si on a un nouvel objet. Là, new state est une copie exacte de state, avec les valeurs de state. Il nous reste qu'à faire plutôt un new state.count égale à plus ou moins, plus égal à 1. On va faire revenir. Donc, et on va retourner la valeur nouvelle du state. Donc là, c'est la solution que je recommande parce que la première solution n'est pas maintenable, n'est pas scalable, disons. Parce que là, le jour où on va changer les variables du state, on n'aura plus, cette solution ne va plus marcher. On pourra faire la même chose pour decrease et pour reset. Donc avec un else, if, etc. Mais lorsque vous allez lire, si vous avez l'occasion de lire la documentation de Redux, et dans tous les exemples avec lesquels travaille Redux, vous allez trouver qu'il travaille avec switch case. Personnellement, j'aime pas trop cette structure-là, mais c'est une structure qui est utilisée dans Redux.
disons, par convention, on utilise un switch pour pouvoir mettre tous les types d'actions, pour gérer tous les types d'actions. Donc, au lieu de faire un if else, donc on va faire switch action.type et on va étudier type par type. Donc, case types.increase. Donc, ce qu'on va faire, c'est ce code-là. Donc, je vais prendre ce code et je vais le mettre ici. Et je vais enlever toute cette partie. Donc, je vais, pour le deuxième case, donc case types.decrease. Qu'est-ce que je fais? C'est le même principe que tout à l'heure, c'est-à-dire, je vais créer un nouveau state. Je vais décrémenter ma valeur, je vais retourner cette valeur. Je peux aussi, pour changer un peu et pour diminuer le code, j'aurais pu faire, donc je vais commenter cette partie, j'aurais pu faire dans la même instruction, donc un destructuring, et j'écrase la nouvelle valeur de count. J'écrase l'ancienne valeur de count, pardon. Donc cette ligne-là est équivalente à ces aux trois lignes d'avant. Pour le reset, je vais faire un copier-coller pour gagner un peu de temps. Donc, case types reset, je vais enlever tout ça et je vais remettre le count à 0. Donc, ceci correspond à notre deuxième étape qui est le count. Donc, on revient ici. À quoi correspond notre troisième étape? Donc, on a créé les reducers. On peut bien sûr créer juste pour cet exemple-là, mais on va pas l'utiliser, un deuxième reducer, par exemple, qui s'appelle tasks, qui pour l'instant ne fait rien. Donc, ça me rappelle qu'on a oublié quelque chose. Supposons qu'on a dit tout à l'heure qu'un reducer peut ne pas être concerné par une action. Donc, quel que soit, il doit retourner quelque chose. Donc, ce qu'on a oublié ici, c'est un default return state. Voilà. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va créer notre reducer pour juste montrer qu'on peut avoir plusieurs reducers dans le même projet. Et c'est ça le but d'ailleurs. Si on avait un seul reducer, ça sert à rien d'utiliser Redux. Donc, je vais juste créer pour montrer comment combiner plusieurs reducers. Donc, quatrième étape, c'est de créer le store. Donc, pour créer le store, on va commencer par, comme on a dit ici, on va combiner les différents reducers. Donc, on va créer une fonction, comme ça, on va appeler root reducer, dont le but, c'est de combiner tous les reducers qu'on a. Donc, elle va retourner la combinaison de ces différents types de reducers. Pour cela, on va utiliser la fonction combine reducers. On va importer de Redux. Donc, normalement, Visual Code l'a fait pour moi, oui, voilà. Donc, il a importé de Redux. Donc, je reviens en bas. Donc, combine reducer, c'est une fonction qui accepte un objet des différents reducers qu'on a. Donc, on va utiliser E6 pour ça. Dans notre écriture, c'est-à-dire on aurait pu mettre counter de point counter, tasks de point
tasks, et on aurait pu bien sûr changer ces noms-là, c'est au choix. Counter, la partie à droite, ça correspond au nom des reduce. Et la partie à gauche, c'est les noms qu'on va utiliser après dans notre projet. Donc c'est au choix. Vous pouvez laisser les mêmes noms, vous pouvez les changer, c'est comme vous voulez. Si c'est les mêmes noms, on peut, en utilisant S6, on peut ne pas écrire deux fois le même. C'est-à-dire, si le champ correspond au même nom que la variable contenant la valeur, on peut écrire ceci sous cette forme-là. Ça, c'est avec l'écriture E6. Une fois qu'on a créé une combinaison de notre reducer, de nos reducers, pardon, donc on va créer notre store. Et pour cela, on va utiliser la fonction createStore de Redux. Pour l'instant, on n'utilise que Redux. Toute cette partie concerne que Redux et non pas React Redux. Donc, createStore, c'est une fonction qui accepte comme paramètre la combinaison de tous les lieux qu'on va utiliser. Et comme deuxième paramètre, il y a pas mal de paramètres en fait. On va le laisser comme ça pour l'instant. Et on va l'ajouter tout à l'heure. Essayons de faire les choses étape par étape. Donc, une fois qu'on a créé notre store, donc on va exporter notre store. Voilà, donc c'est toute cette partie-là. Donc on va exporter notre store. Pourquoi faire? Parce qu'on va en fait attaquer la cinquième partie qui est envelopper l'application avec le store. Donc pour cela, donc je reviens ici. Donc soit on vient à ce niveau app, soit au niveau de index.js. Ce qu'on va faire, donc pour envelopper le store, donc on a besoin d'exporter bien sûr le store. Donc on revient à notre index. On va faire un export default store. On aurait pu faire un export store tout simplement, pas un default, c'est comme vous voulez. Et on revient à index.js. Donc import. Donc, je vais écrire tout à l'heure d'où on va importer. Je vais juste mettre mon chemin, Redux. Donc Redux. Simplement, et là, il va me donner la possibilité d'ajouter automatiquement store. Donc, comment faire? Donc on va envelopper notre application avec notre store, comme on a expliqué dans le cours. Voilà. Donc, on vient à ce niveau et on va utiliser le provider. Le provider, là, il vient de React Redux. Et on ne peut pas s'ajouter dessous. Ah, voilà, il est ajouté ici. Donc, il vient du package React Redux et il a comme props le store. Pour savoir si notre store a été bien créé ou non, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire un console.log. Store. On va utiliser la troisième fonction qu'on a montrée tout à l'heure, qui est getState, qui existe dans le cours aussi, le getState. Et on va voir à quoi correspond notre store. Donc on va lancer notre application, si ce n'est pas déjà lancé.
Oui, elle est lancée. Apparemment, on a des petites erreurs. Donc, on revient ici à index. Oui, je crois qu'on a laissé un code. Oh, oui, voilà. Donc, on va voir si c'est bon ou non. Donc, est-ce que tout est bon? Order to the top, OK. Import first. Et oui, tout est bon. On va revenir ici. Non, ligne 4, import in body of module, reorder to top. Donc à la ligne 4, la 7 et la 8. 4, 7, 8. Ah oui, voilà. Ce qu'il me dit, c'est que the slice reducer for k counter return is undefined during initialization. Ouais. Donc counter, a priori, il n'a pas de valeur par défaut. On va revenir ici. Qu'est-ce qu'on a comme erreur? Voilà, on a oublié de lui donner une valeur par défaut. On va utiliser aussi une façon, les paramètres par défaut qu'on peut donner au user. La même chose pour tasks. Donc, on va dire que tasks a comme valeur par défaut un objet vide. Et voilà. Bien sûr, pour l'instant, on va pas tester, ça va marcher parce que ça n'a rien à voir avec la partie reduce qu'on a faite. On va juste vérifier que dans notre console log, on a bien notre objet. Voilà, c'est à la ligne 8. On vérifie que c'est bien la ligne 8 dont il s'agit. Ouais, c'est ça. Bon, pour être sûr. Pour bien faire les choses. On va mettre le mot store. Allez. Donc, pourquoi il ne veut pas relancer? Voilà, c'est fait. Donc, store, il va contenir. Donc, c'est un objet, déjà, le store, qui va contenir un autre objet qui s'appelle counter. Et dans ce counter, on a le count 0, le name Smith et le age qui est égal à 18. On a un autre objet qui s'appelle tasks. Bien sûr, on n'est pas obligé d'avoir toujours des objets, mais comme je vous ai dit, c'est une bonne pratique d'avoir un initial state sous forme d'objet pour pouvoir mettre ce qu'on veut à l'intérieur. Et voilà. Donc, on a mis en place, on est arrivé maintenant à la à la cinquième étape. Et il nous reste une sixième étape qui correspond à tester Redux DevTools pour s'assurer que Redux a été bien mis en place. Et pour cela, ce qu'on va ajouter au niveau du app, au niveau de Redux, c'est au niveau de la création de Create Store, on va ajouter une ligne très connue dans le monde de Redux, même si maintenant on utilise parfois des packages pour mettre en place ce qu'on va faire maintenant. Donc c'est cette ligne-là. En fait, on aurait pu se contenter de cette ligne-là pour lui dire de lancer Redux DevTools Extension dès la création du store. Et on va voir si ça marche d'ailleurs en ajoutant juste cette ligne. Et quel est l'effet de cette ligne? Donc, l'effet de cette ligne-là, c'est que une fois que vous avez installé Redux DevTools, vous aurez ici un menu qui s'appelle Redux. Et pourquoi ça s'affiche pas? Je vais relancer. Alors, ça c'est bon. Il fallait juste rafraîchir la page. Et je vais vous montrer. Regardez ce qu'on a. Si on va dans la partie state, on a nos deux reducers, nos deux rayons, quoi.
nos deux données, nos deux données qui sont sous forme d'objets. Le premier s'appelle count, le deuxième s'appelle task. C'est pas des reducers, c'est les data qui est contrôlé, le state contrôlé par chaque reducer. Donc, le premier, on l'a appelé counter, le deuxième, tasks. Et on a ici les différentes actions qu'on va manipuler. Vous allez voir après comment on peut basculer entre les différents, entre ces trois différents menus, c'est-à-dire le state, le diff, le action, pour pouvoir vérifier que tout fonctionne. D'accord? Donc, euh, en enlevant cette ligne-là et en rafraîchissant notre projet, si on va dans Redux, on va s'apercevoir qu'il n'y a pas de stop. Donc, cette ligne-là, elle nous permet d'ajouter l'extension, de travailler avec Redux DevTools. Pourquoi mettre cette partie du code avant? En fait, là, c'est parce que si vous allez donner ce projet à un ami et qu'il va lancer ce projet et qu'il n'a pas encore Redux DevTools, donc ça peut bugger parce que en fait, il peut pas lancer cette fonction-là et donc ça peut générer certains problèmes. C'est pour ça que on va vérifier tout d'abord si Redux DevTools extension est installé ou non. Si c'est installé, on peut le lancer. On va voir après qu'on peut même pousser les choses un peu plus loin. C'est que on ne va lancer Redux DevTools Extension sauf si on est en mode de production, c'est-à-dire pas en mode de développement. Est-ce que quelqu'un ne connaît pas la différence entre le mode développement et le mode production? Si vous n'avez pas travaillé dans des environnements mode production ou mode de développement, en fait, la différence, c'est qu'en mode développement, euh, on peut, c'est-à-dire, c'est pas visible aux utilisateurs. Il y aura un lien sur lequel on peut tester notre projet et ce lien n'est connu que pour les développeurs, pour l'équipe développement ou pour l'équipe et même peut-être pour le chef et aussi pour le chef de projet, c'est-à-dire toute l'équipe de travail. Et une fois que ça a été validé par le client, et si on travaille avec un système Scrum par exemple, à la fin de chaque sprint, on peut faire monter la partie qu'on a travaillé en mode développement sur l'URL finale de notre projet et ça s'appelle monter en prod, c'est-à-dire faire monter le projet en production et qui est visible par tout le monde, pas seulement le client, mais tout, tout, toutes les personnes qui ont accès à l'URL. Voilà. Donc, bien sûr, on n'aimerait pas avoir un Redux, toutes les données de notre application visibles à des inconnus. C'est pour ça on active Redux DevTools que pour le mode développement. Donc, avec ça, donc, on n'est plus obligé d'avoir notre console log parce que tout est, tout est euh, toutes les données sont affichées dans le Redux DevTools. Voilà, on appuie sur State, on a un aperçu sur toute la partie State. Donc, on va continuer la troisième partie dans la vidéo d'après. Je vais vous montrer dans la vidéo d'après comment faire fonctionner ces boutons et comment changer, donc c'est-à-dire comment dispatcher les actions à travers ce bouton comment on va réagir notre store suite au dispatching de ces fonctions. À tout à l'heure.